Chapitre 1. Thima Marth, la Zawiya. Quelqu'un a existé, il n'est pas là, mais il continue d'exister. Mouloud Mamri. Au début de l'année 2006, lorsque j'ai fait part par SMS à l'Unisait Mengellet, cet homme d'esprit, de mots et de mélodies, de l'idée d'écrire la biographie de Shlif Reddam, je n'imaginais pas découvrir une vie si riche et mouvementée, ni une œuvre poétique et musicale exceptionnelle. Lorsque je l'avais rencontré pour la première fois, j'avais été surpris par son courage face à la souffrance. Le sourire agréable de ses photos que j'ai vues au fil des années n'avait en aucun cas été altéré par son âge avancé. Son regard n'avait rien de théâtral ou d'affecté que certains jeunes artistes européens aimaient exhiber. Quel bonhomme! C'est lui, me disais-je. C'est lui qui m'avait enchanté pendant mon adolescence et une partie de ma jeunesse avant de disparaître, emporté par la vague d'une nouvelle vie occidentale. C'est lui l'homme prodigieux, le père de Nadia, le créateur de Djurdjura, le chanteur de Vgayet. C'est lui qui avait eu la chance de connaître les muses Euterpe et Polymnie pour ensuite les présenter à l'Unisait Mengellet, y dire « Ferrat, ces hommes aux fabuleux talents ». La misère de notre village dans les années 30 et 40 était grise. Celle de la famille Reddam était noire, disait en 2004 une voisine, Madame Fatima Haït Boussad, âgée de 95 ans. Le feu de pâtre dit « La mère pleure, hélas. L'enfant a froid, le père a faim, l'aïeul est las. Tout est noir, la montée est rude, le pas tremble, éclairé par un tremblant flambeau. L'homme au berceau chancelle et trébuche au tombeau. L'étoile répond « Certitude ». Victor Hugo. La mort de plusieurs hommes survenus sur le col de Thirurda, réputé aussi bien pour ses paysages sublimes que pour son hostilité hivernale, affecta beaucoup Omar Khaddam. Pendant l'hiver 1931, au retour de Tébessa, ville où il pouvait trouver de l'orge à un prix abordable, il avait été pris dans une tempête de neige. Après avoir marché pendant des jours, chacun son sac d'orge ou d'avoine sur le dos, les 5 hommes n'avaient pu franchir les montagnes enneigées, ni affronter le froid glacial contre lequel ils étaient désarmés. Leurs dépouilles avaient été découvertes dans un état terrible, des semaines après leur décès. Omar Khaddam, comme tous les villageois, ne voulait pas courir le même risque de périr dans une agonie de fatigue et de froid, alors que la famine régnait sur tout le pays. Après de longs mois de réflexion, de doutes et d'incertitudes, il prit la résolution de suivre l'exemple de quelques villageois qui s'étaient rendus en France, où il était facile, disait-on, de trouver un emploi, mieux rémunéré qu'en Kabylie, malgré la menace du fascisme, le chômage et la crise de la Troisième République. Le manque d'emploi, la faillite des quelques petites entreprises présageaient un futur de plus en plus sombre. Le choix était limité, entre rester et mourir dans la misère ou partir en quête d'une vie meilleure. Il choisit la deuxième solution. La souffrance morale, le froid rigoureux de l'hiver 1931, la lutte désespérée et quasi quotidienne pour assurer à sa famille le plus simple repas d'orge, voire d'avoine, l'obligèrent à quitter cette situation hideuse et intolérable qui sévissait en Algérie, mais encore plus sévèrement en Kabylie. Malgré la crise financière de 1929 et ses conséquences sur la France, il s'expatria en métropole en 1932, bravant les incontournables difficultés d'adaptation et faisant abstraction des observations de certains de ses frères. Le papa de Chérif éprouva orgueil et fierté lorsqu'il avait pris cette résolution, permettant à sa famille d'être sur un pied d'égalité avec ses voisins et les habitants de son village. Il avait aussi le devoir d'agir pour assurer l'avenir de ses enfants, dont l'aîné était âgé d'à peine 5 ans. Ignorant le chagrin qu'il causa à sa femme, il quitta le village, la mort dans l'âme, au début de l'automne 1932, à l'aube avec un petit baluchon contenant quelques affaires. À quelques centaines de mètres de chez lui, il s'arrêta et se retourna pour regarder une dernière fois sa petite maison, environnée de figuiers et de cerisiers. Et pour la première fois, il réalise combien sa taille était minuscule face à l'immensité des montagnes. Il s'adressa à Dieu pour lui demander de protéger sa famille pendant son absence, dont la durée n'allait être déterminée que par lui, le Tout-Puissant. Arrivé en France, avec l'illusion qu'il trouverait un travail plus ou moins facilement, il découvrit un pays dont l'économie était grelottante, avec près de 700 000 chômeurs. Omar Khaddam vécut plusieurs semaines sans emploi. Comme tous les nouveaux arrivants, il subsista grâce au rapport de philanthropie et de fraternité entre tous les immigrés en général et entre les Kabyles en particulier. Il finit par trouver son premier emploi à Saint-Gratien dans la proche banlieue. Il y séjourna pendant 4 ans. Durant cette période, il avait exercé le travail éprouvant de manœuvre. L'ignorance de la langue, les conditions de vie hors de la communauté kabyle concentrée principalement à Paris et sa proche banlieue,
et sa mise à l'écart de la société française lui ont fait prendre conscience de l'importance de l'éducation qu'il n'avait pas eu la chance d'acquérir pendant son enfance. Au hasard de ces rencontres, il croisa un Algérien pieux, bien initié en politique et qui avait une connaissance approfondie du Coran. Cette personne d'origine oranaise et d'expression arabe exerça sur lui une double influence, religieuse et sociale. Les deux hommes se lièrent d'amitié au point de décider de partager la même chambre d'hôtel. L'Oranais l'aida à lutter contre l'ignorance en l'initiant à certains aspects syndicaux et politiques de la vie française. Quotidiennement exposé à la dure réalité de l'illettrisme, Omar décida alors de profiter des connaissances de son nouvel ami pour apprendre l'arabe et les paroles sacrées d'Allah, tout en s'instruisant en politique, au point d'accepter de participer à la gigantesque manifestation pour la paix et la liberté de plus de 500 000 personnes organisée par le Front populaire le 14 juillet 1935. Il compensa l'absence de vie familiale et sociale par des soirées entières consacrées à apprendre, à lire et à écrire, découvrant ainsi l'harmonie de la langue arabe et la fascination du mot d'Allah. Avec l'appui soutenu de son ami, et grâce à ses efforts quotidiens pour y parvenir, il fait des progrès remarquables et constants. Au bout de 2 années, il surprit ses 3 frères et son épouse en leur adressant une lettre écrite en arabe de sa propre main. Le séjour prolongé loin de ses enfants et de sa famille devenait de plus en plus insoutenable. La situation politique, l'incertitude du futur, menacée par les nouvelles venant de l'Allemagne d'Hitler, la guerre civile d'Espagne et bien entendu l'argent mis de côté pendant 4 ans de vie, triste et monotone, l'incitèrent à rentrer. Il arrêta quelques idées sur ce qu'il fallait faire pour assurer un avenir plus confortable à ses enfants et réfléchit à son retour définitif et sur la gestion de ses économies en Kabylie. La déclaration de la Deuxième Guerre mondiale ainsi que certains autres concours de circonstances l'empêchèrent à jamais de renouveler son expérience métropolitaine. Dès son retour, il investit une partie de l'épargne constituée à Saint-Gratien dans quelques têtes de bétail. En Kabylie, la misère était telle que, dès qu'un garçon était en état de travailler, son père le poussait à voler de ses propres ailes. Pendant la saison des vendanges, il était employé par les riches propriétaires des vignes de Boufariq. Le reste de l'année, il travaillait la terre, défrichait les champs ou creusait des canaux un peu partout en Algérie. S'il a de la chance d'avoir un oncle ou un cousin en France, il est athée à l'émigration à partir de 14 ans. Monsieur Khaddam ne voulait pas que son fils soit condamné à subir le même sort que tous ses enfants exploités à travers le pays. Un soir d'hiver 1936, dans la maison familiale du village Aït Boumsaoud, sur les montagnes du Djurdjura, Omar Khaddam fit part de sa décision à son fils Chérif. « Ami, mon fils, il est temps pour toi de commencer à apprendre le mot de Dieu, le Coran. J'ai parlé avec Cheikh Mohamed Ouamar. Il t'attend à la Zaouïa de Voujlil, dès samedi prochain. Je t'y accompagnerai. Il va falloir prendre la route à l'aube pour me permettre de ne pas revenir trop tard dans la nuit. » Surpris, Chérif, cheveux crépus, les yeux noirs et le teint brun, s'interrogea sur ce monde extérieur dont l'avait protégé sa mère pendant la longue absence de son père. Depuis son retour, le fils d'Omar, qui était plutôt habitué à assurer le rôle d'un grand garçon, affichait un intérêt particulier à tout ce qui pouvait se passer autour de lui et de ses parents. « Avava, papa, que veut dire le mot de Dieu ?»« De plus, je préfère le mot de maman, dit-il, partagé entre l'angoisse de l'inconnu et l'enthousiasme d'obéir à son père. Il continua en lui demandant s'il était différent du mot des papas. Omar répondit d'abord avec un large sourire de fierté, avant de lui expliquer le sens du mot de Dieu, le divin Coran. Le trajet du village à la Zaouïa de Voujlil dura plus de 7 heures, à travers les chemins raides et escarpés du col de Thirourda. Chérif avait du mal à suivre le rythme accéléré de son père, insensible à la cadence de ses petits pas et à la douleur de ses pieds nus qui semblaient hurler de souffrance. De temps en temps, Chérif demandait s'il pouvait s'arrêter un peu pour souffler. Son père finit par acquiescer. Ils se reposèrent pendant un court moment, puis Omar se remit en marche, d'un pas encore plus rapide. Lorsqu'ils arrivèrent, l'enfant était épuisé de fatigue, et tourmenté de chagrin, le visage pâle, son maigre corps exténué. Dans la cour de l'établissement islamique, un cheikh demanda à Chérif d'entrer et de l'attendre dans un coin qu'il désigna d'un signe de la tête pendant qu'il discutait avec Omar. Intimidé par ce gaillard habillé d'une gandoura et d'un turban, Chérif regarda son père comme pour le supplier de ne pas l'abandonner. Il ne bougea pas, ses yeux remplis de larmes, son angoisse grandissante. Il essayait d'attirer l'attention de son père, en vain. Pendant que les deux hommes échangeaient quelques mots de politesse, la physionomie du jeune garçon continuait à exprimer le plus grand désarroi de sa vie. Il essaya à nouveau d'attirer l'attention de son père en lui tirant le burnous. Il insista, mais celui-ci paraissait toujours l'ignorer,
et ne semblait pas se rendre compte de la souffrance de son enfant. Il aurait voulu lui dire « Papa, je ne veux plus apprendre le mot de Dieu, je veux rentrer à la maison, je ne veux pas être loin de maman et de mon petit frère. » Les deux hommes ne lui en donnèrent pas le temps. Son père salua son interlocuteur en lui embrassant la tête et se penchant vers son garçon, lui dit en guise de revoir « Je viendrai te chercher pour passer avec nous l'Aïd el-Kébir. » Puis il reprit le chemin du village, convaincu d'avoir placé son fils sur la voie divine qui ferait sa fierté, celle de toute la famille et bien entendu celle de son village, puisqu'il en était l'unique habitant à faire des études poussées du mot de Dieu. « Bon, maintenant, tu vas te mettre là-bas, dans quelques minutes on s'occupera de toi, » lui dit l'homme à la gandoura. Chérif exécuta les consignes, la gorge serrée, la tête baissée, les larmes sillonnant ses joues. Il avait froid, très froid. L'ébahissement du tout premier contact avec la grande foule des étudiants, les talven, le fragilisa davantage encore. Il resta longtemps immobile, à l'écart, spectateur solitaire, ne disant rien, mais observant curieusement le va-et-vient incessant des petits comme des grands élèves. Tout en marchant, certains remuaient rapidement les lèvres en silence, alors que d'autres marmonnaient des paroles qui semblaient correspondre à la récitation des sourates. Au bout de quelques minutes, un taleb, un étudiant, vint lui parler. Mais Chérif demeura bouche bée, tant ces paroles mystérieuses n'avaient rien de commun avec le kabyle. Son compagnon intervint. « Tu es kabyle » lui demandait-il. « Oui » répondit timidement Chérif, étonné par cette question. Il lui traduisit la phrase de son compagnon, le taleb. Il te demanda d'effacer cette tristesse et cette angoisse de ton visage. Elles ne peuvent être que superflues. Son interlocuteur le regarda brièvement et ajouta d'une voix froide. « Allah n'aime pas les gens tristes. Souviens-toi de cela, mon gars. » Après l'angoisse, Allah fait descendre sur nous la tranquillité et le sommeil qui envelopperont une partie de notre corps et ainsi calmeront nos esprits, conclut-il, paraphrasant un verset du Coran. C'est d'ailleurs pourquoi la destinée t'a envoyé parmi nous. Chérif resta muet. Le jeune taleb haussa lentement les épaules et continua son chemin tout en chuchotant à son compagnon quelques mots d'une signification incompréhensible pour Chérif. Cependant, il ne réagissait toujours pas. Il était plus préoccupé du sort qu'il attendait dans ce nouvel épisode dont il se serait volontiers passé. Ô combien il regrettait Chir de la mosquée de son village. Chérif hésita quelques secondes avant de lui répondre. « Suis-moi, je vais te montrer la salle, puis je te présenterai à ton responsable, le jeune Taleb Rasqi. Il s'occupera de toi comme un frère. » Sans répondre, Chérif prit son couffin contenant en tout et pour tout la gandoura et la chéchia flambant neuve que son père lui avait achetée au marché d'Arabe d'Anguin-les-Bains. Pour la première fois, le jeune garçon âgé de 9 ans, timide et chétif, se trouva livré à la fatalité de sa destinée. Ce fut le premier épisode d'une vie bien remplie, hors du foyer familial. Les jours suivants, il découvrit un environnement et un milieu insensibles dans une atmosphère froide, voire sourde. Pendant quelques jours, le petit Chérif fut inconsolable. Sa maman, ses petits cousins et ses copains lui manquaient terriblement. Les premières semaines, il avait du mal à cacher sa peine, mais il ne se confia à personne par manque d'une oreille attentive. Bien que l'écho de sa famille retentît quotidiennement dans son esprit, il s'habitua tant bien que mal et ne répondit que par monosyllabes. Les longues journées laborieuses et effrénées l'aidèrent d'une certaine manière à moins penser à son village. Ce n'est qu'après de longs mois qu'il commença à accepter la vie scolaire, l'ordre et la discipline de l'établissement de Dieu. Il s'adapta même au raclement désagréable du grand récipient en terre cuite du couscous à la fin de chaque repas. La Zaouïa était une grande maison construite vers les années 1880. Elle était mise à la disposition des imams par les propriétaires, la famille Houssini. Les 3 pièces communes de la bâtisse servaient à la fois de salle de classe et de réfectoire. La nuit, elle faisait office de dortoir sans aucun aménagement, et la centaine d'élèves grands et petits dormaient à même le sol sur le tapis de crin. Les groupes étaient divisés en plusieurs sections selon le nombre de sourates apprises et selon l'âge. Les petits, les moyens, les grands et les très grands. Les âges variaient entre 9 et 30 ans. Pour des raisons d'affinité linguistique et culturelle, me dit Chérif Reddam, les enfants arabes se regroupaient souvent entre eux, et les Kabyles demeuraient entre Kabyles. En revanche, la mixité entre les adultes semblait s'imposer naturellement, tant les deux communautés communiquaient tantôt en kabyle, tantôt en arabe. C'était intéressant de rencontrer tous ces jeunes venus d'un peu partout, d'Oran, de Constantine, avec leurs habitudes et leurs différences. Il y avait un peu de tout, continua-t-il. Des caractères singuliers, des comportements inhabituels, des agissements particuliers, mais la discipline rigoureuse des imams gérait le groupe d'une manière cohérente. Pendant longtemps, il resta peiné par l'incompréhension de certains de ses camarades qui lui reprochaient sa solitude à l'heure de la pause. Chérif détestait le climat de l'internat, l'intolérable comportement des grands élèves et la tyrannie des imams.
La pédagogie brutale de ces derniers était complétée par une dizaine de coups de bâton sur la voûte plantaire suivie d'une humiliation verbale si jamais la sourate n'était pas sue au bout de 24 heures. Leur cruauté était si impitoyable que Cherif Kedam continua à déployer en 2007 la triste condition de l'enfant qu'il était. De nos jours, jeter un enfant dans une tempête du genre de la Zaouïa de l'époque relèverait d'une infamie. Je ne sais pas si c'était ma personnalité ou la mauvaise expérience des conditions de vie, mais aujourd'hui je sais que je n'étais pas fait pour vivre sous l'oppression. D'une certaine règle utopique, me dit-il. Par un instinct de dignité, il supportait mal les corvées auxquelles il était soumis, et par un instinct plus naturel, il haïssait les poux et les punaises qu'il arrachait à son sommeil plusieurs fois pendant la nuit. Enfin, il avait mis plusieurs mois pour s'habituer au réveil brutal à l'aurore imposé par le règlement du Coran. Il me dira lors de nos différents entretiens « J'ai passé des journées pénibles à courir derrière des tâches très rudes, mais la plus ardue était celle où nous devions faire la tournée de la 20aine de villages pour récupérer les offrandes, principalement de l'orge et des figues. Même les habitants les plus pauvres se privaient pour faire des donations à la Zaouïa. Au retour, nous étions chargés comme des mules. La distance, la raideur du relief très accidenté et l'estomac très creux nous exténuaient à la fin de la journée. Les plus fragiles d'entre nous tombaient malades pendant des jours. D'autres, n'ayant pas la volonté d'endurer ce calvaire, avaient soit abandonné leur scolarité de leur propre gré, soit provoqué leur exclusion pour en quelque sorte atténuer les blâmes inévitables de leurs parents. Quelques-uns se seraient même engagés dans l'armée française pour combattre les Allemands. Cherif passait des heures à psalmodier de sa voix vibrante des versets auxquels il donnait une douce harmonie qui faisait la fierté de ses parents, de ses oncles et de tous ses proches. Son imam étonna son père en lui avouant que c'était un délice de l'entendre, et quelquefois, il avait envie de faire taire tous ses élèves pour n'écouter que la pureté de cette voix. À peine distincte, mais ô combien mélodieuse. Au hasard d'une rencontre avec le père de son élève, il ne tarit pas d'éloges. « Si Omar, ton fils a non seulement une très belle voix, mais il a une excellente oreille et une bonne mémoire. Ton fils ira très loin. Je suis sûr qu'il finira imam, incha'Allah. Si tu continues à le scolariser, lui dit-il en faisant un signe rituel vers le ciel. » En automne 1943, la Zaouïa ferma ses portes faute de moyens financiers à cause de la mésentente familiale des propriétaires. Prématurément de retour au village après avoir mémorisé tout le Coran, Cherif se sentit libéré des contraintes de l'internat. Toutefois, il y avait dans l'air comme un regret dû à la décision subie de ne pas avoir été jusqu'au bout du désir de son père. Cela s'est terminé en queue de poisson, me dit-il avec une pointe de regret. Durant le temps passé chez ses parents, il se sentit quelque peu étranger, après tant d'années d'absence. Bien qu'il fût ravi de retrouver son village, où il avait passé la plus grande partie de son enfance, il tomba très vite dans la routine et l'ennui. À 16 ans, je me sentais un peu de trop au milieu de cette famille de 26 cousins, tantes et oncles. Car il ne faut pas oublier que, faute de moyens, à l'époque, les familles vivaient en communauté. De plus, le désœuvrement semblait rétrécir mon esprit. J'ai galéré pendant un temps durant lequel de puissants désirs, impulsés par ma curiosité naturelle, me détachaient peu à peu de la voie que mon père m'avait fixée, devenir imam. Les innombrables dialogues que j'avais avec moi-même calmèrent provisoirement l'adolescent que j'étais. La fermeture définitive de l'école fut une grande déception pour Omar Khaddam, mais il avait associé cette décision inattendue à la destinée. En quittant pour la dernière fois la Zaouïa, il était doublement heureux. D'abord, il se réjouit de la liberté retrouvée, puis, avec simplicité, il se rendit compte qu'il venait de terminer son enfance et entrait dans son adolescence, première jeunesse pendant laquelle la plénitude de l'âme s'étala sur les métaphores, inhabituelles pour son entourage. D'ailleurs, me dit-il, au bout de quelques jours avec mes parents, maman me fit remarquer que la pâleur de mon visage avait disparu. Sans pour autant renier les nobles connaissances du Coran, Cherif avançait dans la réalité de ses rêves cachés, la mélodie. Les échos multiples que renvoyaient les vallées étroites de ces fabuleuses montagnes du Djurdjura l'émerveillaient. Il s'intéressa à tout ce qui pouvait produire des sonorités agréables. L'atmosphère des fêtes organisées à l'occasion des circoncisions et celle de la célébration des mariages lui donnèrent comme un parfum discret de la musique qui l'attirait. Cependant, il ne se doutait pas pour autant qu'un jour, grâce à ses chansons et son talent d'artiste, tout un peuple l'estimerait et l'honorerait pour son brio et célébrerait ses qualités de compositeur et de chanteur. Sa réussite, il la devra en partie à cette indépendance acquise dans Thema Marth, la Zaouïa. L'éloignement de sa famille,
pendant plus d'une demi-douzaine d'années et son internat lui donneront la maturité et l'indépendance nécessaires pour commencer à envisager la vie hors de son village, puis de la Kabylie. Il ne voulait pas continuer ses études d'imam, mais préférait aller à la découverte d'une autre pensée, d'une autre vie qui lui ferait oublier le confinement qui l'avait déconcerté pendant ses premières années d'études. Cependant, il était toujours loin d'imaginer qu'il possédait une potentialité de génie cachée au fond de son âme. Pour assurer à son père une aide pécuniaire dans un environnement essentiellement rural, Chérif exerça plusieurs activités telles que moissonneur, berger, ramasseur d'olives. Son maigre salaire permit d'assurer à ses parents une existence un peu plus aisée. Ainsi, fier de la première paye de son fils, Omar Kedam s'empressa d'inviter la famille à un repas, comme pour rendre hommage à ce gamin de tempérament calme et discret. Durant nos différentes conversations en 2007, Chérif Kedam évoqua très peu son enfance. Elle avait, me semble-t-il, un goût différent du reste des épisodes de sa vie. Sans aller jusqu'à affirmer que les souvenirs de cette partie de son existence étaient amers, j'ai senti qu'il hésitait, ne sachant plus quel événement critique l'avait marqué durement. Il me donnait l'impression que sa vie de jeune homme était bien plus épanouie que celle de son enfance. En revanche, il préférait parler du jeune adulte et de son passage à Ouetzmar, dans la banlieue d'Alger, et plus en détail de sa vie en France.
حزن ديما الطيب بس انت معيش بس انت معيش بس انت معيش ليلانا يومين يلهنا عشاق البداية بنتنكتم مدغي غلا حاجة توضح زمن للسباع ذي تتلم يا رويح حدراك يقطع قدم الخير ذاك نفع ذخري ولا نديم